Je commence ma visite par une première question. Est-ce que vous savez ce qu'on avait ici avant? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'était avant? Vous aviez un casino. Avant, il n'y avait pas de béton, il n'y avait pas de port, c'était vraiment un casino avec ses plages juste en dessous. Là, vous êtes au début des années 1900 et l'Orient va se développer tout de même grâce à son histoire maritime, grâce à son commerce, grâce aussi à sa position géographique. Vous avez une grande ouverture sur l'océan Atlantique. Vous avez aussi les confluents entre le Scorff et le Blavet qui offrent vraiment une position géographique absolument incroyable pour l'Orient, que ce soit d'un point de vue militaire ou même d'un point de vue économique pour la pêche, qui va être développée. Donc là, moi, je vais un petit peu plus vous parler de l'histoire de la pêche, notamment à l'Orient. Donc l'Orient, de base, vous n'avez pas forcément beaucoup de pêcheurs. Il n'y a quasiment personne qui pêche ici. Vous allez plutôt avoir plein de petits ports de pêche tout autour de la rade, donc que ce soit Locmiquélic, Port-Louis ou encore Groix, où là, vous allez avoir une espèce d'industrie de la pêche, notamment de la sardine. C'est donc leur seule activité, donc un petit peu une mono-activité au niveau du territoire de l'Orient, où la pêche à la sardine va se développer sur toutes les côtes bretonnes. C'est une pêche qui va être très faste, très lucrative. Les gens ils vont vraiment continuer à développer cette pêche-là. Mais c'est une pêche qui est saisonnière. On va avoir beaucoup de crises aussi qui vont arriver. Et durant ces crises, les pêcheurs et donc même les politiques de l'époque vont se dire qu'il va falloir se tourner vers d'autres activités, d'autres pêches, développer ça. Et puis aller au-delà de la pêche à la sardine. Donc Groix, par exemple, va se tourner vers la pêche tonnière, donc la pêche au thon, où ils vont développer tout ça. Ils vont aussi développer donc, des conserveries, c'est-à-dire qu'on va passer à quelque chose de plus industriel en construisant les premières conserveries, où là on va vraiment avoir ce qu'on connaît presque de nos jours avec les boîtes de conserve, où là on va vraiment avoir la transformation du poisson qui va être mis dans des conserves, qui ensuite vont pouvoir être exportées un petit peu partout sur le territoire. À l'époque, la congélation n'existe pas, donc on prenait des fougères pour garder le poisson, pour le garder un petit peu frais un minimum. Et on avait aussi le sel qui pouvait servir à ça, donc notamment on voit au Canada avec la pêche à la morue, où là on utilise vraiment le sel pour tout ceci. Et donc l'Orient va décider de créer un port, donc là où nous sommes, pour justement développer cette pêche, passer d'une pêche très traditionnelle avec des bateaux en bois, avec des voiles, ce genre de choses, à de la pêche beaucoup plus industrielle, avec notamment d'abord les bateaux à vapeur, puis ensuite les bateaux à moteur qu'on va connaître de nos jours. Et en 1918, on va faire appel à l'ingénieur Henri Verrière, qui a vécu pendant une petite dizaine d'années au début du XXe siècle à Lorient, et qui lui va se dire, moi je me suis promené vachement souvent sur Lorient, je connais un petit peu les bons coins, l'anse de Quai-Roman c'est pas mal, il y a un rocher à la Perrière, je vois déjà la glacière être dessus, ça va être absolument incroyable. Le 25 juillet 1918, il arrive donc auprès de la mairie de Lorient, il pose ses plans sur la table, il dit bon bah voilà, on est sur l'anse de Quai-Roman avec le rocher de la Perrière, et on va faire notre port ici, ça va être absolument fabuleux. Les Français, quand ils commencent un petit peu à voir le projet arriver, ils se disent qu'à Lorient, on est un petit peu fou parce que le projet il est très ambitieux, mais le projet il va aboutir et on va commencer à construire le port de pêche qu'on connaît aujourd'hui, donc le port de pêche de Quai-Roman. On a donc la glacière qui commence à être construite sur le rocher de la Perrière. Donc on va avoir des soubassements en voûte en béton qui sont construites et la glacière est construite en pierre de moellon, donc en granit. Et il y a simplement sa structure interne, donc l'intérieur, un petit peu son squelette, comme on peut l'appeler, qui va être construit en béton armé. L'extérieur, ça va être de la pierre sur laquelle après on va mettre un enduit pour pouvoir la conserver un petit peu mieux. Et vous allez avoir 4 étages. Donc sur les 3 premiers étages, vous allez avoir des zones de stockage et puis de congélation. Donc on va pouvoir laisser la glace et le poisson à cet endroit-là. Et au 4e étage, vous avez ce qu'on va appeler la zone de production. Donc c'est au 4e étage qu'on va vraiment venir faire la glace. Donc des gros pains de glace qui vont faire à peu près plus de 25 kg. La façade devant laquelle on a un espèce de toboggan. Donc c'est par ce toboggan que descendaient les pains de glace et arrivaient là où vous êtes, dans des petits wagonnets. Donc soit ça alimentait les bateaux qui étaient là, soit ça alimentait la gare, parce qu'il y avait une gare de train qui était là, qui alimentait toute la France en poissons frais. La glacière que nous avons ici, elle est construite en même temps que la glacière de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc au Canada, qui est considérée comme sa sœur jumelle, pour créer une chaîne de froid transatlantique. Donc on allait avoir des marchandises qui allaient faire Lorient-Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon-Lorient. Petit aparté sur la glacière de Saint-Pierre-et-Miquelon, elle était en train d'être inscrite monument historique par le ministère de la Culture. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Et donc parallèlement, celle-ci est prévue d'être démolie, c'est juste pour l'aparté. La glacière, à partir des années 1985, elle arrête totalement la fabrication des pains de glace.
Donc c'est totalement fini, on n'en fait plus. Et à la place, on va faire donc des paillettes. Et on va passer de 50 personnes qui sont nécessaires à faire fonctionner toute la glacière à 3 personnes simplement. Et puis en 2002-2003, la glacière ferme. Donc le port de pêche, on n'a plus besoin, on a des technologies qui sont plus modernes, qui sont plus évoluées. On arrête d'utiliser la glacière. Elle est fermée, elle est un petit peu reconvertie en château d'eau pour quand même les besoins du port de pêche. Mais elle ne sera plus utilisée pour faire de la glace. Donc on a la glacière qui témoigne, qui explique son histoire maritime, son identité et qui s'ancre vraiment dans son patrimoine et dans son histoire pour dire à Lorient, on a eu la Compagnie des Indes, mais on a surtout développé un port de pêche impressionnant qui a été un des premiers ports de pêche de France, le 3e port de pêche en Europe et qui continue encore aujourd'hui d'être très développé et qui continue d'être un des ports les plus importants de France. L'association existe depuis 1 an. On l'a créée au moment des municipales, puisque les leviers qui sont possibles par rapport à de telles décisions, c'est vraiment un levier politique, puisqu'on est sur des enjeux à la fois financiers, mais d'implication de différentes entités institutionnelles. On a travaillé en essayant de comprendre les besoins du port, parce qu'on n'est pas en train de proposer un projet de sauvegarde, on propose un projet de reconversion avec un projet qui se finance avec une multiplicité d'usages. Donc on voit dans ce lieu un mélange d'usages entre des entreprises, des associations, des besoins logistiques pour le port, potentiellement des lieux aussi pour mettre en valeur les produits de la mer. Donc il n'y en a pas beaucoup ici, mais je sais à Paris par exemple, on a des restaurants d'application où vous avez à la fois de la formation de personnes et de la dégustation de produits. Donc c'est aussi des manières de mettre en valeur les métiers, à la fois la transformation du poisson, le travail des produits. Et donc on imagine très bien un restaurant au dernier étage qui ne soit pas élitiste, mais qui soit dédié à tout le monde et qui puisse mettre en valeur ces métiers-là. Il y a un argument aussi environnemental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle d'analyse du cycle de vie, des matériaux biosourcés, de réduire l'impact carbone du bâtiment. C'est pas qu'un élément de patrimoine, c'est aussi une surface d'exploitation importante, un potentiel au niveau de la rade de Lorient qui est incroyable. Et jamais vous obtiendrez un permis pour reconstruire un bâtiment aussi grand. En tous les cas, on est pas mal de jeunes impliqués dans l'association qui sont partis de Lorient, qui sont revenus s'installer, donc qui ont vu des transformations de bâtiments industriels, des ports qui ont su se retransformer, qui ont gardé une partie de leurs éléments patrimoniaux tout en continuant à se moderniser. Donc on considère que c'est une bonne idée de faire ça, donc c'est pour ça qu'on continue de sensibiliser, il faut que tout le monde en parle. On a lancé une pétition il y a 1 semaine, on fait ces visites pour continuer à expliquer les choses. Et surtout que Lorient, en fait, elle a besoin de ce type de projet qui sortent un peu de l'ordinaire. Je suis venu parce que je connaissais pas l'histoire du tout du lieu et je voulais en apprendre plus, c'est vachement intéressant. Ouais. Moi, a priori, le bâtiment ne me plaisait pas du tout. Je trouve ça très moche. Puis petit à petit, j'ai regardé un peu les croquis, les schémas, l'idée d'un tiers-lieu. Je trouve que c'est un lieu qui est très intéressant, qui est riche de vie, dans le sens où il y a le port de pêche qui est quand même pas des moindres. Moi je trouve que c'est important de conserver, que ça profite effectivement à la fois aux acteurs du port et puis aux habitants de la ville, donc que ça puisse être un lieu qui combine à la fois une activité économique et une activité culturelle et qui ait une vraie réflexion derrière, pas juste qu'on se dise on va détruire ce bâtiment et en construire un autre à côté à la place. Une ville qui a été rasée, c'est dommage de lui enlever ce qui reste de son histoire, quoi.